Bonsoir. Il y a 50 ans, le 30 janvier 1944, le général de Gaulle prononçait à Brazzaville un discours resté célèbre où il exposait ses conceptions sur les relations entre la France et l'Afrique noire. De Gaulle, l'Africain, tel sera le sujet ce soir de ce 20e numéro des Brûleurs de l'Histoire. En compagnie de Jean Lacouture, nous évoquerons l'épopée du général de Gaulle en Afrique, 44, le discours de Brazzaville bien évidemment, mais aussi le débarquement à Dakar en 1940 pour achever le cycle en 1969 au moment du départ du général de Gaulle et nous évoquerons la politique de coopération. Mais tout de suite, nous commencerons par des funérailles. Alors que vont se dérouler à Colombey, dans une simple intimité de village, les obsèques de Charles de Gaulle, à Notre-Dame, une messe de requiem rassemble une foule recueillie. Parmi les grands de ce monde et les fidèles compagnons, on remarque 3 Africains, visiblement émus. Oufouet, l'Ivoirien, Senghor, le Sénégalais, et Tsirana, le Malgache, venus rendre hommage à celui qui rendit possible l'indépendance de leur patrie. La Côte d'Ivoire célèbre les funérailles de son père fondateur et protecteur, Félix Houphouët-Boigny, dans sa ville natale de Yamoussoukro, après 32 ans de règne ininterrompu. La délégation française est de loin la plus imposante. Tous les chefs d'État et de gouvernement de la Ve République sont venus s'incliner devant la dépouille de celui qui fut leur interlocuteur privilégié en Afrique. Aux obsèques de Gaulle, Jean Lacouture, les chefs d'État africains étaient tous là, presque au complet. Sékou Touré a fait savoir qu'il ne viendrait pas. Et aux obsèques très récentes d'Houphouët-Boigny, le dernier vieux de l'Afrique, eh bien, la délégation française était extrêmement importante et tous les dignitaires de la République étaient présents. Alors, en votre compagnie, nous allons décrire l'épopée gaullienne par le biais de son rapport extrêmement passionnel, étendu, avec l'Afrique. Alors d'abord, je crois qu'il serait bon de rappeler qu'avant 1940, De Gaulle ignorait l'Afrique. Oui, typiquement, De Gaulle était un Africain, je dirais, privatif. L'Afrique n'entrait pas dans sa vision de l'univers. De Gaulle était un intellectuel militaire et pour lui l'armée c'était une sorte de laboratoire d'idées et c'était aussi le centre, le foyer de la stratégie française. Et pour lui cette stratégie était sur le Rhin essentiellement, c'était une stratégie européenne et c'était le métier militaire était un métier de technicien, c'était un métier d'ingénieur, de penseur, de philosophe. Pour lui, l'outre-mer était ne comptait très peu dans sa vision du monde. Et ce n'était pas moderniste. Il y a dans la tradition militaire française, il y a les coloniaux du type Joffre, du type Gallieni, et les métropolitains, les hommes de l'Europe comme Foch ou d'une certaine façon Pétain. C'était la deuxième tradition qu'appartenait De Gaulle. Il avait une vision très moderniste et très européenne de son métier. Donc l'Afrique, il l'a découverte tragiquement en juin 40. Elle deviendra l'épicentre de son combat, mais nous allons d'abord voir en votre compagnie le discours colonial tel qu'il existait en 1940 à travers les archives d'actualité. La France est un empire fait d'une métropole et de provinces lointaines qu'unissent les liens du cœur autant que ceux de l'intérêt. Ayant conquis et pacifié, la France a désormais un grand souci, sauver ses races débilitées. Elle assainit les villages, elle dépiste les maladies, organise la lutte contre les fléaux avec une rigoureuse méthode scientifique. Les races sauvées, la France a voulu les instruire afin que ces Noirs fussent ses fils par l'esprit et par le cœur. L'équipement des pays neufs profite directement aux indigènes qui y trouvent du travail d'abord et plus tard un allègement de leurs tâches quotidiennes, une bonification de leur effort agricole. La France trouve aussi son intérêt dans l'amélioration des conditions de vie qui augmentent le pouvoir d'achat des indigènes.
la métropole et les colonies sont solidaires. Parce que le même espoir les anime, les pousse vers cet avenir impérial qui rendra à la France sa fierté et sa grandeur. Comme leur père 25 ans auparavant, les soldats africains des troupes coloniales embarquent par centaines de milliers vers la métropole pour défendre le sol de leur mère patrie. Dès l'annonce de la capitulation par le gouvernement Pétain, un général de brigade inconnu lance un appel vibrant pour continuer la lutte. Moi, général de Gaulle, j'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. De Gaulle sait dès le départ que seul l'empire colonial et ses forces armées peuvent devenir les véritables recours pour son combat qui commence. Rassembler l'empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but. Le premier à répondre à l'appel sera l'antillais Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Il va rallier à la France libre tous les territoires de l'Afrique équatoriale française avec le concours de l'Armina, de Debois-Lambert et du colonel Marchand. Avec l'appui d'une flottille anglaise, De Gaulle décide de gagner Dakar pour convaincre l'Afrique occidentale française de le rejoindre. Mais l'opération baptisée Menace va se heurter à la résistance du haut-commissaire Boisson, fidèle à Vichy, qui n'hésite pas à ouvrir le feu sur ses compatriotes. Découragé devant cet échec, De Gaulle préfère alors rejoindre Brazzaville en passant par le Tchad et le Cameroun. Le 26 octobre, dans la capitale de l'Afrique équatoriale française, devenue celle de la France libre, il goûte pour la première fois au réconfort d'un accueil chaleureux et des bains de foule enthousiastes. Il va y fonder le Conseil de défense de l'Empire avec Félix Éboué et le général Catroux et réorganiser les troupes coloniales fortes de 150 000 tirailleurs africains. Leclerc, nommé colonel, forme les éléments de sa célèbre colonne, faisant le serment qu'il ne s'arrêtera qu'une fois Strasbourg libéré. Et puis ce seront les premières victoires de Koufra, puis de Bir Hakeim, véritable rayon de la France renaissante. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Bir Hakeim, Hameimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmic, Viking, chasseurs 8, aviateurs tués dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique. C'est vous qui faites que la patrie est indivisible. Jean Lacouture, vous êtes médusé par le discours du général de Gaulle. Alors un peu de rappel historique. Dans l'appel du 18 juin, le général avait dit « La France n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle ». Mais c'est à partir du 17 juillet 1940, au moment où Éboué, le gouverneur du Tchad, se rallie, que l'histoire africaine du général de Gaulle commence. Oui, on peut dire que l'Afrique a fait éruption dans la carrière, dans la vie, dans l'histoire du général de Gaulle. Et le stratège qu'il est, qui jusque-là était peu porté vers les problèmes d'outre-mer, tout d'un coup a un besoin vital d'avoir de la terre de souveraineté française sous les pieds. Pour des raisons il est l'hôte de Winston Churchill, il est l'obligé de Churchill. Il n'est quelqu'un qui n'est que l'hôte d'un chef d'État étranger, fût-il ami et fût-il un grand homme. Donc il a besoin de quelque chose qui est, d'une certaine façon, la France. Et il va immédiatement, il rappelle dans l'appel du 18 juin, après l'avoir rappelé à Végan dans une fameuse conversation du début de juin déjà, que l'Empire est une nécessité vitale pour le redressement de la France et pour sa libération. Et il a immédiatement la vision d'abord de Dakar, n'est-ce pas? D'abord, c'est Dakar qu'il voit. Il y a une fameuse entrevue entre Churchill et de Gaulle, et il pense que c'est Dakar qui
sera la capitale impériale de la France, et c'est à Dakar que s'installera éventuellement le général. Et Churchill fait d'ailleurs une description prodigieuse de ce qu'era la prise de Dakar par la flotte anglo-française ou franco-anglaise, et le départ vers Dakar s'organise, et comme chacun sait, Dakar a été un flop monumental pour des raisons très complexes, dont l'une que, d'après le rapport de force qui avait établi et le nombre de bateaux qui avaient été envoyés à partir de Liverpool vers Dakar, on n'avait pas prévu qu'une partie de la flotte de Vichy, de la flotte de Darlan, serait dirigée vers l'Afrique, passerait à travers Gibraltar en dépit des Anglais, chose qu'il y a, et cette flotte arrive à Dakar avant que n'arrive la flotte franco-britannique dans laquelle a pris place le général de Gaulle. Nous venons juste de voir les images très émouvantes parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, flop monumental, l'émissaire du général de Gaulle va se retrouver à Dakar, on va essayer de lui tirer dessus, et il semblerait que le général de Gaulle ait même songé à se brûler la cervelle devant cet échec géostratégique. Ça a été dit, il est certain que pour le général de Gaulle, après l'affaire de Mercel-Guébir, qui était déjà terrible, l'affaire de Dakar a paru presque le rayé de l'histoire. C'était lui qui se représentait, qui se disait « La France se présente devant une grande ville française ou de souveraineté française » et il en est repoussé. Il en est repoussé de façon terrible. Et pour les Américains, pour Roosevelt a dit « Si le type n'est pas capable de prendre Dakar, c'est pas la peine. » Il l'a rayé de sa carte. Churchill, au contraire, qui était assez largement responsable des erreurs qui ont été faites sur Dakar, Churchill a été d'une solidarité absolue, d'une loyauté absolue, a soutenu de Gaulle et lui a permis de rebondir. Et l'étrange, c'est après que ce terrible échec devant Dakar, le général a poursuivi vers l'Afrique, s'est dirigé vers le Cameroun, et au Cameroun, où il avait dépêché quelques jours auparavant, ou quelques semaines auparavant, un petit groupe d'hommes tout à fait extraordinaires, dont il y avait le futur général Leclerc, le général de l'Armina, Pleven, qui avait fait basculer 3 pays de l'ancienne Afrique équatoriale française dans le camp gaulliste. Il a été accueilli en AEF et il a trouvé un second souffle. Le tout en l'espace à peine d'un mois. Tout ça se déroule à une vitesse prodigieuse, comme un film qu'on n'arrive pas à contrôler. Et chose étrange, le vaincu de Dakar devient le triomphateur de Douala. Au Cameroun, il est reçu. Et à partir de là, il retrouve, alors c'est là que recommence la vraie carrière africaine du général, grâce à quelques hommes étonnants, dont le gouverneur Félix Eboué du Tchad, qu'on a vu tout à l'heure, et ses collaborateurs, Henri Laurency et quelques autres, qui inventent une sorte de néo-empire gaulliste en Afrique et qui répare le terrible échec de Dakar par un développement étonnant à travers l'Afrique équatoriale et qui va remonter par le Tchad grâce à l'épopée de Leclerc vers Koufra, vers la Méditerranée. Donc il y a toute une stratégie africaine où de Gaulle est aidé par des hommes tout à fait d'une audace de mousquetaires et qui réinvente le gaullisme africain, qui est une véritable source de pouvoir pour le général. Suite de l'histoire, Jean Lacouture en images et notamment avec le débarquement en Afrique du Nord. Les troupes anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord. Dès le mois de mai, De Gaulle, ayant rejoint le général Giraud à Alger, constitue le Comité français de libération nationale, premier embryon d'un gouvernement de la France libre. Leclerc et Koenig, ayant rallié la 8e armée de Montgomery, libèrent totalement le continent africain fin 1943. De Gaulle se rend sur le front en Italie, auprès des troupes du général Juin. Accompagné par René Pleven, commissaire aux colonies du CFNL, De Gaulle arrive à Brazzaville pour présider la conférence qui va déterminer les grandes lignes d'un nouveau statut pour les colonies. Y sont représentés tous les gouverneurs, ainsi que des hommes politiques. Aucun Africain n'y participe. La France a trouvé dans ses territoires d'outre-mer le refuge, le recours et maintenant la base de départ de sa libération, et que cela a créé entre elle-même et son empire un lien définitif. Et enfin,
Nous croyons que pour ce qui concerne la vie du monde de demain, l'autarcie ne sera pour personne ni souhaitable, ni même possible. Mais nous sommes sûrs qu'aucun progrès n'est, ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement, si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Voilà ce qui est le devoir de la France ici. Alors Jean Lacouture, cette conférence de Brazzaville, c'est la première victoire symbolique et réelle du général de Gaulle. Il va s'y passer des choses extrêmement importantes pour l'avenir de l'Afrique. C'est une victoire de Gaulle. De Gaulle a remporté des victoires politiques décisives à la conférence d'Anfa et en s'installant à Alger, où il a immédiatement surclassé Giraud. Et il est dès ce moment-là, l'homme à qui appartient l'avenir et le destin de la France dans les années à venir. Donc il arrive à Brazzaville avec beaucoup de force. Il représente la France. Et de légitimité. De légitimité. Il a déjà la légitimité. À partir d'Alger, il a la légitimité avec lui. Et les liens qu'il a établis avec la résistance française, il vient là vraiment au nom de la France. Alors là, il parle un langage extraordinairement intéressant, extraordinairement ambigu. Vous avez remarqué, il parle du lien définitif entre l'Afrique et la France au sein de l'Empire. Donc, sur le plan de la politique globale, il y a l'esprit est assez profondément conservateur. Mais en même temps, dans la deuxième partie de son discours, il ouvre des perspectives de progrès, le progrès qui ne servait pas un progrès si. Mais enfin, là encore, nous sommes tout de même dans un climat de grande prudence parce que il y a l'idée que les Africains devront être associés à leurs propres affaires. Mais tout ça, c'est dans le cadre de l'Empire. Alors, il y a des perspectives. Je rappelle qu'à cette conférence, Jean, il y avait 18 gouverneurs français, blancs, mais aucun Africain. Blanc ou antillais, mais pas d'Africains, en effet. Et la chose étrange, c'est que quand on lit ces textes, on écoute ces propos, on se dit, mon Dieu, mais nous, vraiment, ça ne bouge pas encore. Mais il est de fait que, d'une façon mythique, sur l'Afrique, ça a été un mouvement qui est déjà à l'origine des libérations. C'est vrai que les Africains, qui étaient tenus à l'écart, et auxquels on offrait vraiment très peu de perspectives, ont vu que quelque chose se dessinait pour eux dans la mentalité de jeunes Africains. J'ai parlé après à beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas? Brazzaville, ça reste un moment. Est-ce que il y a une surimpression sur le rôle qu'a joué De Gaulle ultérieurement? Non, je crois que dès ce moment-là, il y a eu l'idée que les choses allaient bouger, qu'il y avait des perspectives différentes, que la colonisation, et plus précisément le colonialisme, s'était terminé. Que l'homme africain, en attendant les collectivités africaines, que l'homme africain allait être libéré. Et puis c'était enfin la reconnaissance des troupes africaines à la libération et à la victoire. Ça c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais enfin, les perspectives sont curieusement, elles sont techniquement fermées et psychologiquement, moralement, elles sont ouvertes. Alors vous connaissez la suite, l'arrivée du général au pouvoir. Nous allons la regarder ensemble en images. Après la victoire, des élections sont organisées pour former l'Assemblée nationale, chargée notamment d'élaborer une nouvelle constitution. Pour la première fois, y siègent une dizaine de jeunes députés africains, parmi lesquels on remarque Lamine Gueye, Houphouët-Boigny, Senghor, Apiti, Diallo et Raceta. Apparentés pour la plupart au PCF et à la SFIO, ils vont s'attacher particulièrement à obtenir la suppression du code de l'indigénat et du travail forcé. Soucieux de l'avenir, un an plus tard, ils fondent à Bamako le Rassemblement démocratique africain afin d'accélérer l'émancipation de leur pays. De Gaulle accepte la présidence du Conseil. Mais, devant le retour aux traditionnelles divisions entre les partis qui, pense-t-il, obstruent son action gouvernementale, il décide dès janvier 1946 de prendre ses distances et démissionne.
Finalement, la constitution de la 4e République est adoptée par référendum. Désormais, l'Empire fait place à l'Union française qui déjà se lézarde. Révolte de 45 à Dakar et à Sétif, durement réprimée, faisant plusieurs milliers de victimes. Déclenchement de la guerre de libération en Indochine. Puis fin mars 47, insurrection à Madagascar, où les aspirations à l'indépendance sont écrasées dans le sang, faisant plus de 90 000 morts et provoquant la condamnation de 2 députés malgaches. Cependant, dans les territoires d'AOF et d'AEF, la vie continue. Le Touring Club de France organise les premiers safaris photos auprès des populations indigènes, comme ici chez le roi Makoko, descendant de celui qui céda le Congo à la France. En Afrique équatoriale française, les cours d'eau ne sont plus seulement des routes pour pirogues. Ils livrent aujourd'hui leur énergie à de puissants ouvrages hydroélectriques que le ministre de la France d'Outre-mer est allé inaugurer. Usine hydroélectrique de Djoué à Brazzaville, barrage et usine d'EDA à Douala, usine de grande chute de Conakry, toutes ces installations marquent une étape importante dans la réalisation du plan d'équipement de l'Afrique noire. C'est à cette époque que l'on assiste au développement des grandes compagnies industrielles d'Afrique noire, exploitant intensivement pétrole et gisements miniers. Ce qui va essentiellement profiter à l'essor de la métropole dans les années 50. Nombre de ministres des territoires d'outre-mer viendront inaugurer les nouvelles installations. Pendant ce temps, De Gaulle, retiré à Colombey après l'échec de son parti, le RPF, rédige ses mémoires. Néanmoins, durant cette traversée du désert, il n'oublie pas la terre de ses premiers combats, de ses premiers espoirs. En mars 1953, il entreprend une vaste tournée en Afrique à titre privé. Même si les représentants des institutions feignent de l'ignorer, encore une fois il sera reçu de manière quasi officielle et avec ferveur par les populations indigènes et leurs leaders naturels. En 1956, sous la pression des députés africains, la loi cadre Defferre ouvre la voie à une véritable autonomie interne des territoires d'outre-mer. Elle institue un collège unique pour le vote de tous les habitants de ces territoires et étend les responsabilités de ses représentants. Pendant cette traversée du désert, Jean Lacouture, le général de Gaulle a finalement toujours gardé un lien très passionnel avec l'Afrique, à tel point que pour pouvoir se ressourcer, il y entreprenait des voyages, des tournées. Oui, il a fait un grand voyage en 1953, important, approfondi, où il a retrouvé des vieux compagnons de la période de guerre. Mais je ne dirais pas qu'à cette époque, le lien avec l'Afrique de la part du général de Gaulle est très fort. Parce que vous savez, de Gaulle est un homme des circonstances. Quand il a quitté le pouvoir et quand il a fondé le RPF, il y a 2 problèmes qui dominent les autres en dehors de la reconstruction de l'État français. Il y a les rapports Est-Ouest et notamment la résistance à l'Empire soviétique et il y a la réconciliation avec l'Allemagne. Les autres problèmes passent tout à fait au second plan et il a tenu en effet à faire ce voyage de divers séjours, mais en tout cas le voyage de 53 qui est important, mais c'est tout de même, il prend des distances et ce sont les hommes de la 3e force sous la 4e République qui vont faire l'évolution africaine et qui tiendront par la loi cadre Defferre, qui est en fait, j'aurais pu te dire une loi Fimelin-Mitterrand-Defferre, c'est eux qui tiendront les très vagues promesses de la conférence de Brazzaville et c'est eux qui amorceront l'évolution non seulement de l'homme africain, mais des structures africaines et des collectivités africaines. Vous dites très vague parce que dans les faits, cela ne s'est pas concrétisé par des promesses réelles. Mais comment le général de Gaulle comprenait-il justement l'attitude de la 4e par rapport à, entre guillemets, une volonté d'émancipation de l'Afrique ? Le général de Gaulle considère que quand il n'était pas au pouvoir, la France était faible. Et quand on est faible, on ne lâche rien. Il estimait que lui pouvait, et il le montrera à diverses reprises, avec beaucoup de force et d'imagination, mais il estime que quand ce sont les hommes débiles qui sont aux commandes,
qui juge débile, lui en tout cas, il ne faut rien céder. Si bien que toute la politique du RPF est une politique très conservatrice en matière coloniale. Très conservatrice, au point même qu'un homme comme le général Catroux, qui était lui, au sein du RPF, un libéral, a quitté le RPF à cause du conservatisme du RPF. Non, dans cette période, le général n'est pas, vis-à-vis de l'Afrique, un homme de l'évolution. Alors d'un côté, l'Afrique noire, où il va de temps en temps se ressourcer, et où il trouve une certaine légitimité, et puis de l'autre côté, une autre Afrique, celle de l'Algérie, qui est une ombre noire portée à cette période. Oui, l'Algérie est très fondamentale parce que là, en matière de stratégie Est-Ouest, par exemple, et par rapport à la guerre qu'il voit venir dans la fin des années 40, il la voit venir, il considère qu'Alger il faudrait qu'Alger soit, en cas de nouvelle guerre mondiale, ce qu'elle n'a pas été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut donc préparer le repli algérois ou algérien, et donc on maintient les choses, on ne bouge pas. Encore une fois, tant que De Gaulle n'est pas au pouvoir, il ne faut rien, il ne faut toucher à aucune structure. Donc maintenant, nous allons aborder la période du retour aux affaires et du général de Gaulle, donc en 1958. Profitant de la crise algérienne, le général de Gaulle revient aux affaires. Il obtient pour 6 mois les pleins pouvoirs. Sa première tâche est d'élaborer rapidement une nouvelle constitution qui devra être approuvée par référendum. Il propose en particulier un nouveau statut au territoire d'outre-mer, afin de constituer une vaste communauté franco-africaine. Dès le mois d'août, De Gaulle entreprend un grand périple à travers le continent noir pour expliquer le sens du vote aux populations concernées. C'est devant plus de 50 000 personnes à Tananarive que le chef du gouvernement expose les grandes lignes de la future communauté française où chaque État associé disposera de son propre destin. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même. Après l'accueil triomphal du Congo et de la Côte d'Ivoire, les choses se gâtent à Conakry, où le député-maire Sékou Touré, dans un discours militant et très déterminé, repousse les propositions françaises, préférant l'indépendance immédiate à la nébuleuse de la communauté. Irrité, De Gaulle, dès le lendemain à Dakar, répondra aux manifestants hostiles à sa politique. Je suis sûr que malgré les agitations systématiques et les malentendus organisés, la réponse du Sénégal et de l'Afrique sera oui, oui, oui. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme le référendum approuve à près de 80% la Constitution. La 5e République est née. En Afrique, les populations plébiscitent à 90% le statut communautaire, à l'exception notable de la Guinée, qui refuse la communauté, préférant, selon les mots de son leader, la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Pourquoi ne pas dire une bonne fois non, en expliquant le non, non pas comme une fin de coopération avec la France, mais d'abord comme une forme de confiance en soi-même, comme la prise de la responsabilité d'un peuple qui veut aller directement vers son destin et qui ne s'interdit pas une coopération fraternelle avec les autres peuples. C'est ce que la Guinée a dit. Le 28 septembre, nous avons dit non à la communauté, oui à l'indépendance, oui à une coopération avec la France sur la base de l'amitié et de l'égalité. Le
premier conseil exécutif des États de la communauté se réunit au palais de l'Élysée sous la présidence du général de Gaulle. Y participent tous les chefs de gouvernement des nouvelles républiques, conduits par Houphouët-Boigny. La grande compréhension dont ont fait preuve tous mes collègues, la profonde connaissance qu'a notre grand président, le général de Gaulle, de nos problèmes, de nos réalités, de notre but commun et de nos moyens surtout, nous ont permis de réaffirmer une fois de plus notre confiance totale dans l'avenir de la communauté et notre volonté commune d'en assurer vie harmonieuse et durée. Mais finalement, tous les États africains accèdent à l'indépendance à partir d'août 1960, devenant ainsi, à l'instar de la Guinée, membre à part entière de l'ONU. Dès que De Gaulle revient au pouvoir, il prépare un voyage en Afrique, un voyage qui va être extrêmement important en termes politiques, et un voyage auquel vous avez assisté, Jean Lacouture. Oui, il prépare non seulement le voyage... C'est dire l'importance de l'Afrique pour lui, d'ailleurs. Absolument. Là, en 1958, il saisit l'Afrique à bras-le-corps parce qu'il est rappelé au pouvoir pour l'Algérie. Et sa stratégie, c'est d'impliquer l'Algérie dans un cadre évolutif africain. Il sait très bien qu'avec l'Algérie, il faudra bouger, mais il voudrait ne pas laisser glisser, filer l'Algérie, il voudrait l'encadrer dans un ensemble africain qui sera la communauté. Il espère que l'Algérie, ce sera dans le meilleur des cas de l'Oufouët, c'est-à-dire des gens qui sont partisans de continuer une partie de leur histoire avec la France. Et donc l'Afrique devient, si on peut dire pour lui, le berceau de la solution algérienne. Il a même dit, c'est pour l'Algérie que je fais la communauté. Il l'a dit, en tout cas, c'est bien comme ça que se passent les choses. Il veut encadrer donc cette Algérie qui est inévitablement promise à un destin très, très nouveau, très neuf et apparemment plus ou moins séparé de la France dans un ensemble africain. Et c'est pour ça qu'a lieu ce fameux voyage de la fin d'août 1958, où nous avons été un certain nombre de journalistes à le suivre et où il a développé le thème de la possibilité de l'indépendance pour les pays africains. Il a dit, si vous voulez l'indépendance, vous la prenez. Si vous voulez être avec nous au sein de la communauté, nous ferons un système largement fédéral ou confédéral, mais si vous voulez en être, vous en êtes. Si vous voulez choisir l'indépendance, vous la choisirez. Il dit cela déjà à Madagascar, où il considère que c'est le seul pays qui est promis à l'indépendance, parce qu'il a un passé historique indépendant, le passé malgache, qui est un passé d'indépendance, et ensuite, il le dit de façon plus claire à Brazzaville, choisissez l'indépendance si vous la voulez, à Abidjan, et puis il y a l'arrivée à Conakry, l'arrivée en Guinée, où il y a, si l'on peut dire, un raté, un dérapage considérable. C'était un moment. Alors expliquez-nous le raté. C'est Sékou Touré, porté par la foule guinéenne, qui aspire à l'indépendance et qui le dit haut et fort face à un De Gaulle complètement étonné. Le projet de Sékou Touré, qui n'était pas méprisable, l'homme depuis très mal conduit, nous sommes là-dessus certainement d'accord, mais c'est vrai que Sékou Touré, c'était pas tellement une question d'indépendance qu'une question d'unité africaine. Et Sékou Touré estimait que l'avenir de l'Afrique était dans la cohésion entre les États africains qui aillent vers l'indépendance, mais surtout qu'on ne brise pas leur unité, qu'on ne fasse pas ce qu'il appelait après Senghor la balkanisation. Lui estimait que la solution de Gaulle, qui offrait la liberté d'indépendance, ne l'offrait qu'à des petits États concassés, incapables de vivre par eux-mêmes, et lui voulait l'unité des pays africains, au moins de ceux de langue française. Enfin, il va le prendre très mal quand même. Quand Sékou Touré va lui dire oui, je la veux cette indépendance. Il a dit en effet, je la veux cette indépendance. Il l'a accompagné, cette revendication, de commentaires extrêmement brutaux et désobligeants sur le passé colonial de la France. Et De Gaulle a mal reçu ça. De Gaulle a saisi ça comme une sorte d'injure. De Gaulle voulait bien que l'on lui dise non, encore que... Enfin, il l'avait en tout cas prévu. Mais il se trouve que Sékou Touré a fait ça dans un style d'une véhémence et d'une... Je dirais, le mot insolence n'est pas juste, puisqu'après tout, il avait le droit de parler. Puis il était chez lui. Mais enfin, ça a été dans un climat qui a été très dur. Et je dois dire que le général, moi, ce jour-là, le jour de Conakry, il m'a bouleversé. Il était extraordinairement ému. Ce vieil homme qui portait l'histoire de notre pays et l'histoire de notre pays en Afrique, où il y avait quand même des choses assez grandioses,
et il a été blessé, et ce vieil homme a fait face, mais il en a été d'une certaine façon brisé. Je crois que ses liens avec l'Afrique qui étaient forts, et au cours de ce voyage, qui était un voyage libératoire, un voyage novateur, quelque chose s'est cassé. On l'a vu le lendemain, quand il est parti de Conakry pour Dakar. C'était un homme qui avait subi une blessure profonde, et d'ailleurs, alors que Sékou Touré n'avait pas absolument dit qu'il dirait non au référendum, qu'il refuserait la communauté, c'était probable, mais ce n'était pas sûr. Le lendemain matin, devant nous, devant Mesmer, devant Cornu-Gentil, devant le gouverneur Bomerna de Guinée, De Gaulle a dit c'est fini avec cet homme-là, nous devons rompre à partir du 29 septembre, jour du référendum, nous quittons ce pays, c'est brisé. Autrement dit, il estimait que Sékou Touré non seulement lui avait dit non, mais lui avait dit non de façon humiliante, blessante, et qui blessait la France. Et le lendemain, il faut dire que l'étape à Dakar n'a pas été beaucoup plus heureuse. À Dakar, De Gaulle c'est ce qu'on a vu dans les images, a fait face sur la place Protet à une foule qui était là vraiment... À Conakry, ça avait été un peu mouvementé. À Dakar, ça a été très, très mouvementé. Ça a été un chahut monstre, un chahut monumental. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est vrai que le voyage de Gaulle en Afrique a été un voyage de déhalage, si l'on peut dire, de séparation douce de l'Afrique avec le système colonial. Ça a été d'une certaine façon un chef-d'œuvre politique. Mais finalement, il se rendait compte de cette volonté d'émancipation dès les années 55. Il aurait même dit à un de ses confidents, il n'y a que les imbéciles qui n'ont pas compris que l'Afrique voulait s'émanciper, il n'y a qu'à pas leur en parler. Vous pensez vraiment cela Oui, non, il savait très bien. De Gaulle était un homme qui voyait que le monde bougeait, que la France avait un certain statut qui n'était pas celui du début du siècle, et que la Deuxième Guerre mondiale avait été une guerre qui avait ruiné les empires. C'était très clair. Et puis, dans le monde, il y avait deux superpuissances. Il y avait les États-Unis qui étaient anticolonialistes, et les Russes qui, étant eux-mêmes colonisateurs d'une certaine façon, étaient en tout cas contre les empires d'Occident. Donc l'histoire lui donnera raison, puisque les indépendances en 2 ans... la plupart des pays vont devenir ont suivi leur cours, et je dois dire que De Gaulle ne se faisait pas tellement d'illusions sur les durées de cette affaire. Le lendemain du discours de Brazzaville, il a demandé à mon ami Jean Mauriac, qui était en voyage avec nous, que pensez-vous de tout ça? Mauriac lui dit, mais mon général, c'est magnifique ce que vous construisez. De Gaulle dit, foutaise mon cher, c'est de la foutaise. Dès qu'ils seront entrés dans la communauté, ils ne voudront qu'en sortir. Et c'est en effet ce qui s'est passé assez vite. Mais tout ça a été fait quand même dans un certain style et dans un certain respect. Moi, je dois dire que je suis dans le bilan qu'on peut faire du général de Gaulle. Je trouve que sa façon de prendre congé de l'Afrique me paraît avoir été assez noble et assez respectable. Nous allons aborder, mais en images, la phase suivante, celle de la coopération. L'importance de la coopération doit être évaluée moins en chiffres que au point de vue des avantages qu'elle peut procurer soit à nous, soit à nos partenaires, en formant mentalement, techniquement, pratiquement leurs éléments nationaux aux activités civilisatrices de notre siècle. La coopération les met à même de conduire peu à peu leur propre progrès. Premièrement, c'est humain, nous devons aider les gens qui sont moins évolués que nous. Le sous-développement de la Bretagne, monsieur, qu'en faites-vous? Le sous-développement de la Corrèze. Vous savez, il y a des milliers de petits villages qui n'ont pas encore... Commençons d'abord par les vieux, c'est ce qu'on a besoin beaucoup de plus. De toute manière, en Gaule, les Gaulois, eh bien, au début de notre époque, ils ont tout fait par leurs propres mains, alors ils n'ont qu'à faire la même chose. Oui. Les aider en leur envoyant des boîtes de lait concentrées, eh bien, c'est les encourager à la paresse. Nos ancêtres, les Gaulois. En 1964, des articles d'un journaliste de Paris Match, Raymond Cartier, lancent une polémique contre la politique de coopération du général de Gaulle, considérant que les ex-colonies coûtent désormais plus qu'elles ne rapportent. La réplique ne se fait pas attendre. Quant à mettre un terme à la coopération amicale, réciproque, calculée, que nous pratiquons avec un certain nombre d'États en voie de développement, cela reviendrait à nous éloigner d'eux en laissant la place à d'autres. Cela nous amènerait aussi à nous fermer
de vastes champs d'action économiques, techniques et culturelles, au lieu de nous les ouvrir. À gauche, on dénonce les aspects néocolonialistes de la politique africaine gaulliste, critiquant notamment le soutien à des régimes autoritaires et corrompus, ainsi que les méthodes des services spéciaux français. Observez bien cet homme chauve qui descend de la voiture du président mauritanien, arrivant sur le perron de l'Élysée. C'est le même homme derrière De Gaulle à Dakar en 1958, dans les voyages officiels, dans les réceptions, dans les conférences de presse. C'est lui qui accueille les chefs d'État africains. C'est Jacques Foccart, personnage discret et efficace, chargé des affaires africaines à la présidence de la République et qui s'entretient tous les soirs avec le chef de l'État. C'est lui l'homme des réseaux qui font et défont les régimes en Afrique. C'était il y a 2 mois, dans la nuit du 18 au 19 février, le putsch de Libreville. En quelques heures, son palais investi, saccagé, Léon Mba, président de la République du Gabon et maître autoritaire du pays, était destitué, emprisonné et emmené par ses vainqueurs vers une destination inconnue. Les insurgés, de jeunes officiers de l'armée gabonaise et des intellectuels, mécontents, disait-il, d'être systématiquement écartés de la gestion des affaires du pays. Le 20 février, en vertu d'accords militaires passés au temps de l'indépendance, les troupes de la communauté débarquent à Libreville. En quelques heures, les rebelles sont maîtrisés, le putsch balayé. Ce sont quelques révoltés, quelques aigris, quelques commis de bureau qui ont essayé de faire la loi, mais la population saine est restée bien tranquille. Pour l'anniversaire de l'indépendance du Tchad, débarquent à Fort-Lamy des invités choisis parmi les hommes forts du continent africain. Ainsi, le président Tombalbaye accueille avec faste Omar Bongo, héritier du dictateur gabonais Mba. Ahidjo le Camerounais, responsable du génocide de 300 000 Bamileke en 1964. À la tribune, Mobutu du Zaïre, Diallo du Niger et Bokassa, le futur empereur de Centrafrique. Tous sont les hôtes réguliers de l'Élysée. Tous sont les garants des intérêts économiques des grandes entreprises françaises. Le président guinéen Sékou Touré, quant à lui, s'est engagé délibérément dans un processus révolutionnaire. Un peuple ne peut d'abord compter que sur ses capacités, sur sa conscience, sur ses possibilités. Et compter sur l'aide extérieure, c'est compromettre l'avenir. Pour nous, l'évolution de la Guinée ne sera l'œuvre que du peuple guinéen. Il faut donc qu'il travaille. Soutenu par un parti unique très organisé, Sékou Touré, en accord avec ses choix politiques et idéologiques, a nationalisé certaines entreprises et établi un véritable statut pour les femmes, unique en Afrique. Mais la Guinée, victime de son isolement économique et diplomatique, a fini par se tourner vers les pays de l'Est pour assurer son développement et devant plusieurs tentatives de complot, va glisser inéluctablement vers un régime autoritaire et despotique. Pendant ce temps, grâce à une relative prospérité, le calme règne dans les principaux États africains, où les chefs des partis uniques gouvernent sans partage et dans le cadre des accords de coopération avec la France. Dans toute l'Afrique, à la fin des années 60, on ne compte plus les avenues, les stèles, les établissements publics dédiés à l'homme de Brazzaville. À la fois véritable mythe messianique et grand féticheur, De Gaulle le réaliste est devenu pour beaucoup Charles l'Africain. Comment peut-on analyser aujourd'hui, Jean Lacouture, le mot de coopération et la politique qu'a menée le général de Gaulle? En termes économiques, a-t-il véritablement accompagné et permis l'indépendance des pays africains?
L'indépendance politique, certainement. L'indépendance économique, c'est plus contestable. Mais aussi, peut-être, il y avait la force des choses. Il n'y avait pas seulement la volonté du général, qui était, je crois, une volonté de décolonisation. Il y a eu la force des choses, les liens entre les systèmes, entre les affaires, entre les investissements. Et le fait aussi que le général de Gaulle n'a pas, il me semble, porté une très grande attention à tout cela. Il a, au fond, laissé l'affaire entre quelques hommes, quelques hommes en qui il avait confiance, notamment M. Focard, mais il n'a pas, me semble-t-il, attaché une importance considérable. Vous savez, après la solution de l'affaire algérienne, le général de Gaulle, ça a été l'Europe, ça a été les rapports avec les États-Unis, ça a été les rapports entre l'Est et l'Ouest, la volonté de jouer le grand médiateur entre les Russes et les Américains. Les autres questions lui paraissaient, disons-le, secondaires. Bon, tout cela... Jacques Focard était le secrétaire, il avait nommé Jacques Focard à un poste extrêmement important de secrétaire général donc, de ces affaires africaines. Et le lien entre les affaires, les renseignements généraux, les politiques économiques dans les différents pays africains, toutes ces affaires-là, il les connaissait. Bien sûr, mais confier l'Afrique, si l'on peut dire, à M. Focard, n'était quand même pas la confier à un personnage considérable. C'est-à-dire que s'il avait vraiment voulu faire la coopération sur un plan très élevé, il y aurait, par exemple, il aurait confié cela à Pierre Messmer, par exemple, qui était pour lui un homme de confiance, un grand spécialiste de l'Afrique et un homme de très grande stature. Je ne veux pas dire du mal de M. Focard, mais c'est vrai que ça a été un petit peu une affaire considérée à partir de là comme secondaire. Bon, Focard s'en occupe, ça va bien, il connaît les affaires, il sait le système de relations, un système de clientèle, ça n'a pas été, je dirais, à la dimension de la stature du général de Gaulle. Alors, ce n'était pas vu sous l'angle du grand stratège et du personnage mondial qui était de Gaulle. Ça a été entretenu comme ça, avec beaucoup de petits coups, de petites affaires, de ficelles, de règlements secondaires. Bon, et il y a eu quelques scandales. Qui en est eu? Ce n'est pas tellement surprenant, bien entendu. Ces naissantes indépendances devaient amener des balbutiements, des erreurs, des saisies de pouvoir par des gens qui ne le méritaient pas. Mais l'espoir immense qu'avait suscité l'indépendance, cet espoir n'a-t-il pas été trahi dans ce clientélisme? J'aurais tendance à croire que si, en faisant observer ceci, c'est que le pays qui avait choisi de voter non est celui qui a le plus mal tourné. Le général pouvait dire, vous voyez, celui qui n'a pas voulu marcher avec nous a débouché sur un stalinisme de pacotille, n'est-ce pas, et un gouvernement terroriste. Si Sékou Touré m'a dit non, c'est lui qui a été le plus mauvais. Donc, de Gaulle pouvait dire ça. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il ne semble pas que cela ait été conduit à la dimension, à la taille, avec la noblesse qu'avaient eu les opérations de 58-59, cette magnifique apparition aux Nations Unies de ces 10 États. J'étais aux Nations Unies en octobre 60, voir arriver ces 10 États qui venaient saluer à la fois l'indépendance et le rôle que la France avait joué à leur côté. Il y avait quelque chose là de magnifique. Et puis après, tout cela s'est quelque peu dilué dans du secondaire, dans des affaires, sans donner à ce mot d'affaires le côté le plus négatif, bien entendu, la signification la plus négative. Mais enfin, il me semble qu'il y a dans tout cela quelque chose qui est crépusculaire par rapport à la carrière du général de Gaulle. Alors aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période économique qui est celle, notamment, de la dévaluation du franc CFA. Aujourd'hui, à un mois de distance, deux grands symboles de la politique gaulliste viennent de disparaître. En janvier 1994, le franc CFA est dévalué à l'instigation de la France et sous la pression du Fonds monétaire international. Le franc CFA, à parité avec le franc français, a servi dès la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'établissement d'une zone monétaire stable parmi les anciennes colonies. Depuis, l'effondrement de la monnaie, l'endettement général des pays du Sud, joint au déficit chronique de leur balance commerciale, viennent, si besoin était, accroître les difficultés des États africains et la misère de leur population. La mort du dernier grand chef historique africain, Félix Houphouët-Boigny, vient à son tour marquer l'étape ultime d'une période, portée par la politique du général de Gaulle et continuée dans ses grandes lignes par ses successeurs. Aujourd'hui, l'Afrique francophone entre dans une ère de turbulence à haut risque, où les données établies par la France depuis 35 ans volent en éclats face au nouvel ordre mondial. Depuis Jean Lacouture, le mot de coopération revêt-il
la même importance et peut-on parler de politique de continuité vis-à-vis de l'Afrique depuis 1969, depuis le départ du général de Gaulle du pouvoir? Au risque d'être un peu simplificateur, je dirais qu'il suffit de considérer les images des funérailles du général de Gaulle et celles d'Houphouët-Boigny pour voir que la coopération entre ces deux dates ne peut pas dire qu'elle est fait florès, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'Afrique à Notre-Dame, auprès de la dépouille du général de Gaulle, est une Afrique qui est encore très liée, très attachée, presque amoureuse de la France. Et puis, au moment des funérailles d'Houphouët-Boigny, je n'y étais pas, mais parce que ce qu'on croit avoir vu ou entendu, il y a une certaine froideur qui s'est installée, il y a ce qu'on pourrait appeler une déception qui s'est faite, un certain éloignement de l'Afrique par rapport à la France, la dévaluation du CFA, et, quelles que soient les raisons technique est probablement inévitable. Le fait est que les Africains le reçoivent comme un signe d'éloignement, de désintérêt, pour ne pas dire de mépris, qui a appelé ce mot d'une dame après la mort de Fouette et d'après la dévaluation. Vous nous dévaluez, ben nous vous dévaluerons et nous vous recevrons froidement à Abidjan. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est fait, une séparation là, qui est pour moi en tout cas, profondément mélancolique, presque tragique. Je trouve qu'il y a un éloignement et De Gaulle avait su donner à tout cela un style, une chaleur, la chaleur de son éloquence. Depuis, il me semble que tout ce qui a trait, tout ce qui est autour de la coopération est quelque chose qui plus ou moins se délite dans une déception, dans quelque chose d'un peu triste, n'est-ce pas, d'un peu déconcertant. Oui, le mot de déception revient constamment et je n'arrive pas à en trouver d'autres. Pour terminer cette émission, quelques livres qui nous ont permis de la préparer. Et tout d'abord, bien évidemment, la grande épopée de Jean Lacouture, cette fameuse trilogie. Je conseillerais le numéro 1, Le Rebelle, 1890-1944, et le numéro 2, Le Politique, 1944-1959. Vous avez su raconter avec passion et émotion en tant qu'analyste politique, mais aussi en tant que témoin, la passion que le général de Gaulle éprouva toujours pour l'Afrique. Un autre livre, L'Afrique vue du côté africain, un ancien normalien, Adotevi Stanislas, professeur d'anthropologie, qui raconte, lui, les rapports un peu plus orageux que vous ne le racontez de votre côté qu'entretint le général avec l'Afrique. Un livre extrêmement passionnant, mais avec plus de tension politique et d'analyse critique. Je voudrais remercier aussi l'Institut Charles de Gaulle et rappeler qu'à l'occasion de la conférence de Brazzaville et de sa commémoration, 2 publications viennent d'être publiées, des colloques, et puis évoquer le livre de Pierre Péan, Affaires africaines, qui, en son temps, au moment de la publication, a fait beaucoup de bruit et qui aborde donc le dernier volet de cette politique africaine. Merci Jean Lacouture. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un numéro consacré à la guerre scolaire. Une guerre scolaire qui commença dès l'aube de la Révolution, qui continua avec cette fameuse loi Fallou et qui vit une dernière manifestation en janvier de cette année. Et pour commenter cette guerre scolaire, Mona Ouzouf nous élucidera tous ces soubresauts. À la semaine prochaine. Bonsoir. Thank you.